Depuis plusieurs années, les tueurs font l'objet d'une vraie fascination. Certaines personnes, et notamment des femmes, n'hésitent pas à franchir le pas et à rentrer en contact avec eux. Cette relation épistolaire est parfois si forte, si puissante, que ce simple échange de mots couchés sur le papier se transforme en sentiment profond et parfois en amour. Pour comprendre ce qui motive ces femmes à aimer des hommes que tout le monde voit pour certains comme des monstres, Clémentine Célarié va partir à leur rencontre. À travers des témoignages émouvants, vous verrez comment l'amour que portent ces femmes peut vaincre tous les préjugés. Pourquoi sont-elles tombées amoureuses d'hommes qui vont passer leur vie en prison? L'amour est-il réellement plus fort que tout? Ils ont fait la une des journaux. Ils ont été accusés d'avoir commis les crimes les plus atroces. Le récit de leur meurtre inspire bien souvent l'horreur. Kim de Gelder, un jeune Belge de 17 ans, est l'auteur d'une effroyable tuerie dans une crèche où il s'est acharné sur des bébés. Cette histoire m'a affectée de façon si profonde que je pense que ce sera en moi toute ma vie. Je continuerai à le suivre quoi qu'il arrive. Danny Le Prince, accusé d'avoir commis un quadruple meurtre en 1994, condamné à perpétuité. Quelqu'un qui est d'une gentillesse et d'une prévenance rare, quoi. Et qui a des sentiments, d'une fraîcheur, d'une gens extraordinaire. C'est bien. Un bel amoureux, quoi, comme on dit. Patrick Hannon, condamné pour un double homicide au cours d'un règlement de compte. Il attend son exécution dans le couloir de la mort. Les gens pensent que nous sommes les seuls à donner aux prisonniers, alors que vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il nous donne en retour. J'ai grandi grâce à lui. Je suis plus mûr. Comment pourrais-je m'écrouler? Mais s'il le tue, je ne sais pas ce que je ferai. Frank Moore, coupable d'un double assassinat, condamné à mort au Texas. Je vais dire que l'amour l'a embelli. Déjà, je le trouvais très beau, mais l'a embelli, l'a adouci dans le regard. Derrière ces condamnés que tout le monde rejette, se cache bien souvent une femme amoureuse. Fascination, compassion ou bien coup de foudre, ces femmes vivent une histoire d'amour hors norme. Comment aimer des hommes qui ont, d'après la justice, commis des actes horribles? Comment peuvent-elles oublier leur passé criminel pour imaginer avec eux une vie amoureuse équilibrée? Clémentine Célarié a rencontré ces femmes passionnées pour recueillir leurs témoignages et comprendre leur démarche. Une immersion au cœur de l'intimité de ces femmes qui nous livrent leurs confidences amoureuses. Comment on peut être attiré par un homme qui a tué des femmes, violé des femmes, torturé d'autres femmes? Comment est-ce qu'on peut s'imaginer dormir, vivre avec un tel homme sans avoir peur de se faire tuer dans la nuit? Comment on peut être attiré à ce point-là sexuellement? Moi, c'est quelque chose qui m'horrifie et qui me terrifie parce que j'ai vu les corps des victimes, j'ai vu ce qu'ils ont fait aux victimes. Et je me dis, comment ne pas avoir peur? Comment accepter d'être touché par ces mains qui ont étranglé, violé, torturé des femmes? À 17 ans, Kim de Gelder a sauvagement assassiné dans une crèche 3 personnes, dont 2 bébés. Ce crime atroce a bouleversé la Belgique. Et pourtant, Angelina, une Suédoise, est tombée follement amoureuse de ce meurtrier. Angelina, j'ai un a priori avant de la... Enfin, j'ai un a priori. J'ai une inquiétude avant de la rencontrer. Parce que je me dis, voilà, c'est monstrueux, puis c'est des enfants, des bébés, enfin, puis c'est... Là, ça, pour moi, ça... Voilà, ça mais j'ai une certaine appréhension. Bonjour, hello. Bonjour. Nice to meet you. Enchantée de vous rencontrer. Enchantée. Vous connaissez? Tu parles français? Un peu. Un peu? D'accord. We speak English. On va parler anglais, d'accord? Welcome. Bienvenue. C'est un petit endroit, mais voilà, c'est chez moi et bienvenue chez moi. Welcome in my place. Thank you. Okay. Mon nom, c'est Clémentine Célarié. Bienvenue. Je crois que tu dois t'asseoir là, voilà. Je suis très heureuse de te rencontrer et merci d'être venu chez moi. Ça me rappelle le premier petit appartement que j'ai eu. Maintenant, c'est mon fils qui l'a. C'est aussi un studio. Angelina habite en Suède.
non loin de Stockholm. À 42 ans, c'est une artiste sensible et romantique. Elle peint et compose de la musique électronique. En juillet 2008, au cours d'un concert de rock, elle rencontre un jeune homme très séduisant. Il est passé à côté de moi, on s'est regardé, puis il est allé droit vers la barrière. Et il m'a dit « Viens par ici ». Et moi je lui disais « Non, toi viens ici ». Et puis ensuite il est venu me voir et on a commencé à parler. Il est venu à côté de moi. Au départ on s'est juste salué et après on a commencé à discuter. Il avait les cheveux longs? Oui, de longs cheveux bruns, jusque-là. Il venait de Belgique? Il venait de Belgique. Il s'appelait Kim. Ce jour-là, la vie d'Angelina a basculé. Oui, ça a été un moment très important de ma vie. Je n'oublierai jamais cette rencontre. J'ai pris sa main et j'ai été bouleversée par une émotion tellement forte. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. On peut dire que je suis tombée amoureuse de cet homme que j'ai rencontré. Est-ce que tu peux essayer de te souvenir qu'est-ce qui t'a attiré chez Kim? Je ne voulais pas être attirée par un jeune garçon, si jeune et si frêle. Je me suis sentie bizarre car il était beaucoup plus jeune que moi. Donc j'ai essayé d'ignorer cette attirance. Je ne pourrais pas dire que j'étais vraiment attirée par son physique. C'était juste un sentiment, une connexion. Un sentiment très fort venant du cœur. À des milliers de kilomètres de là, à Termonde, près de Gand, en Belgique, un certain Kim, aux longs cheveux bruns, s'apprête à commettre l'irréparable. Kim de Gelder arrive avec son vélo devant cette crèche de Termonde, une petite ville située près de Gand, non loin de Bruxelles. Gare son vélo, il rentre par une porte arrière, en principe réservée aux parents d'enfants qui viennent déposer leurs enfants dans cette crèche qui s'appelle le Pays des Fables, Fabeltjeland. Et il pose cette question, j'ai une question précisément. Et une préposée lui ouvre la porte et là il se déchaîne, il a son couteau, il tue une puéricultrice de 54 ans, il s'en prend à 2 bébés, d'autres sont blessés. La police intervient rapidement. Lui était en fuite et la Flandre, la Belgique également évidemment, découvre un drame épouvantable, un drame qui dépasse l'imagination, s'en prendre à des bébés, ça faisait partie des impossibilités, des crimes les plus atroces qu'on ait pu imaginer. La petite ville si tranquille vient de subir la fureur meurtrière d'un jeune assassin bien décidé à éliminer le plus de personnes possible. Hilde, une des puéricultrices blessées par Kim de Gelder, reste traumatisée par ce qu'elle a vécu le jour du drame. Mon Dieu, on ne comprenait pas ce qui se passait. Nous sommes partis avec tous les enfants pour nous protéger. Personne ne croyait à ce qu'ils voyaient. Tous ces enfants et toutes ces personnes blessées. On a commencé à tourner en rond. On ne savait pas si le meurtrier était parti ou s'il était encore là. C'était le chaos. La police s'est assurée que le tueur était parti. Ils ont noté le nom de tous les enfants. Ils ont appelé du renfort pour qu'on s'occupe de nous rapidement. On ne pouvait pas croire ce qui s'était passé. On était choqués, on a crié, on a pleuré. On ne pouvait pas croire à ce qu'on avait vécu. C'était une réaction primaire. Moi-même, j'ai été blessée à la tête et aux genoux. C'est grâce au vélo de Kim de Gelder qu'il est arrêté quelques heures plus tard. Kim de Gelder, dans un premier temps, affiche une attitude de militant, de prisonnier de guerre quasiment. Il ne veut rien dire. On découvre dans son sac un document en papier qu'il avait griffonné et qui donnait l'adresse de 2 autres crèches auxquelles
il entendait s'attaquer. Son objectif, semble-t-il, était de faire 75 victimes. C'était son travail, son sinistre travail de cette journée-là. La barbarie de Kim de Gelder dépasse alors les frontières de la Belgique et fait la une des journaux suédois. C'est la première photo de Kim que vous avez vue dans les journaux? Oui, c'est la première photo que j'ai vue dans les journaux suédois. Ça m'a pris du temps. Je voulais être sûre que c'était bien lui. Celui que j'avais rencontré au concert 6 mois auparavant. Il s'appelait aussi Kim et venait de Belgique. Il avait les mêmes cheveux? Les mêmes cheveux, le même visage. Il venait de Belgique et son nom était Kim. Au départ, j'ai été terriblement choquée avant même de relier tous les événements dans ma tête. Et puis j'ai été encore plus choquée quand je repensais à cette rencontre. C'était encore pire. Il est rare que je sois si touchée par quelque chose que je lis dans les journaux. Et en général, je ne tombe pas amoureuse de tueurs non plus, donc bon. C'est un événement unique dans ma vie qui m'a vraiment bouleversée. Je ne peux même pas imaginer que quelqu'un pourrait faire une chose pareille et ensuite me dire que c'est peut-être quelqu'un que j'ai rencontré. J'aimerais vraiment que ce soit lui. Ça voudrait dire que mes souvenirs ont un sens et que je ne suis pas folle. L'arrestation de Kim de Gelder va réveiller une affaire non encore résolue. Quelques semaines plus tôt, une vieille dame de 73 ans, Madame Van Hamdung, avait été assassinée chez elle, également à coups de couteau. Des voisins avaient aperçu un vélo exactement semblable à celui de Kim de Gelder. Et il est apparu par la suite qu'il avait l'intention de s'en prendre à d'autres habitants de la même rue, parce qu'il considérait que cette rue était envahie, soumise au mal, au diable. Il a tué tous ces gens le 23 janvier et puis, quelques jours plus tard, il a dit qu'il avait aussi tué une vieille dame dans une ferme, une semaine plus tôt, le 16 janvier. Et c'est le jour de mon anniversaire. Et le 16 janvier 2009, j'avais écrit dans mon blog « Je souhaite la mort le jour de mon anniversaire ». D'accord, ouais, ok. Donc tu penses qu'il y a un rapport? Donc j'ai pensé qu'il y avait une connexion, pas forcément existante, mais j'avais un pressentiment. Et mon instinct m'a dit que ce serait horrible. Donc tu te sens coupable à cause de ce que tu as écrit le jour de ton anniversaire? Tout est de ma faute. C'est à cause de ce que j'ai écrit que tout est arrivé. Angelina en est persuadée. Le jeune homme qu'elle a rencontré lors du concert en Suède est bien le même homme qui a commis ces crimes horribles en Belgique. Fascinée, elle décide de décrire son trouble via Internet. Je voulais savoir si c'était la même personne. Donc j'ai commencé par en parler sur mon blog, me disant que peut-être, si c'était la même personne, elle me contacterait et dirait « Hey, c'est moi ». Mais ce n'est jamais arrivé. L'histoire de cette Suédoise qui s'adresse, qui écrit à Kim de Gelder en prison, qui se déclare amoureuse, qui en fait des déclarations publiques, a intrigué dans un premier temps parce que il était évidemment, le dossier étant à l'enquête, on essayait de savoir si Kim de Gelder avait bien agi seul, s'il ne disposait pas de complices, et en l'espèce, si cette femme, par exemple, ne l'avait pas incité à commettre pareil crime. Il est apparu qu'elle s'est prise d'affection démesurée pour lui, alors qu'il était déjà arrêté. C'est un des grands classiques de l'histoire criminelle. Les grands criminels attirent des femmes parfois comme des mouches. Marc Dutroux, par exemple, dispose d'un fan club. Il reçoit de l'argent, des cadeaux, des peluches, comme Michel fournirait également.
Sous le charme du mystérieux tueur, Angelina veut lui avouer son amour. Elle lui envoie une lettre très provocante. C'est quand même bizarre de commencer une lettre en disant ça. Assassiner des enfants est un acte courageux. Voilà, dépasser une certaine limite, c'est ce qui la fascine sans doute. Faire quelque chose que personne d'autre ne voudrait faire. C'est ce qui rend Kim courageux. Bon, aller assassiner des bébés dans une pouponnière, c'est pas le sommet des courages quand même. Mais elle est fascinée par ça, elle veut que ce garçon soit à lui. Donc on a l'impression qu'elle a déjà eu des relations amoureuses et intimes avec lui, alors qu'elle l'a, semble-t-il, jamais vu, puisqu'elle est jalouse de toutes les surveillantes éventuellement sexy qui pourraient venir s'occuper de ce garçon-là. Là, on a l'impression qu'elle est complètement dans l'inceste, enfin, que c'est à la fois son fils, son amant. Angelina ne reçoit pas de réponse. Elle continue pourtant à lui envoyer des lettres très régulièrement. Combien de lettres vous lui avez envoyées? Je pense qu'il en a eu environ une centaine, au moins 2 ou 3 par semaine. Je suis très créative, donc bon, j'aime beaucoup écrire. Et combien de fois vous a-t-il répondu? 2 fois. Donc ce n'est pas très juste que j'ai écrit autant de lettres et que je n'en ai reçu que 2 en retour. Quand j'ai reçu la première lettre, mon père l'a prise d'abord, puis ensuite il me l'a passée. J'ai couru à la salle de bain pour l'ouvrir, avec le cœur qui battait de toutes ses forces. Un choc total. Je pensais qu'il répondrait, au moins une fois. Mais je ne savais pas quand cela arriverait, ou si j'allais la recevoir en main propre. Mais oui, j'en ai reçu 2. Est-ce que tu ressentais de la compassion? Qu'est-ce que tu ressentais? Je sentais que lui et moi étions une seule et même personne, qu'on avait un contact télépathique. C'était devenu très psychologique, dans une autre dimension, dans laquelle nous pouvions nous parler de tout. Donc tu pensais que c'était quelque chose de beau, de grand, d'extraordinaire? C'était vraiment extraordinaire. Et très beau aussi. Mais émotionnellement, ça m'a submergée. Tu veux dire quoi? Tu veux dire très émouvant? Il faut avoir une croyance spirituelle si on veut comprendre ce type de communication. Donc je crois que les gens peuvent communiquer sans dire un seul mot. On ne sait pas si c'est juste comme ça, la fascination pour le geste, qui est un geste... Peut-être qu'elle est tous les bébés du monde et qu'elle est passée à l'acte sur des bébés, donc elle trouve ça formidable. On est tous un peu fascinés par ça, par certains crimes à certains moments qui rejoignent des choses dans notre inconscient le plus profond et qui sont des choses que s'il n'y avait pas la société, la civilisation, le fait qu'on ait des barrières et des limites, et puis s'il n'y avait pas l'envie d'être dans le bien aussi, eh bien, on passerait à l'acte comme ça, sauvage, quoi. J'étais très en colère que tout cela m'arrive, parce que ça a détruit ma vie. Je ne trouve plus de travail, car les gens me prennent pour une folle, notamment dans les journaux. Les gens disent que tu es folle. Oui. Parce que tu avais ces lettres d'amour? Parce que j'ai envoyé des lettres à un tueur de masse. Tu veux dire que aimer quelqu'un qui est un criminel fait de toi une criminelle? Pour les Suédois, oui. Tu penses que c'est juste pour les Suédois ou pour tout le monde? Non, je pense aussi que je suis la personne la plus détestée en Belgique. Il y a quand même de curieuses coïncidences dans le rapport au Joker de Batman, le méchant dans Dark Knight. C'est qu'il s'appelle Heath Ledger et le crime commis
par Kim de Gelder se produit exactement un an après le suicide de cet acteur fétiche. Il a par ailleurs prononcé quasiment la même phrase que Heath Ledger dans Dark Knight qui dit « I just have a question » et Kim de Gelder dit en arrivant à la crèche « Ich heb een vraag », ce qui veut dire « j'ai une question ». Il y a une similitude absolument étonnante. Par ailleurs, Ledger, lorsqu'on examine ce mot, ce nom, ce patronyme, est exactement l'anagramme de Gelder. Et par ailleurs encore, et en plus donc, le père de Heath Ledger s'appelle également, se prénomme Kim, ce qui fait une accumulation de coïncidences qui sont plus que troublantes. Mais l'énigme n'a jamais été percée, en tout cas, il n'a jamais avoué, admis, avoir agi en référence au Joker du film Batman. C'est super impressionnant de voir à quel point elle porte en elle quelque chose de très sain, qu'elle parle de cet amour, elle a quelque chose de très spirituel, elle a quelque chose de très positif, quand elle parle de cette connexion et tout ça. Et puis, moi j'ai une très belle rencontre avec elle aussi. Quand une femme est aimante, même d'un monstre, on peut comprendre son amour, quoi. Parce que moi je comprends qu'elle l'aime. Certains peuvent être fascinés par le criminel en tant que criminel. Finalement, la personne ne va pas tellement les intéresser, c'est le fait qu'il ait transgressé. Et ça, c'est quelque chose que nous aussi on a. C'est-à-dire on peut être fasciné par des gens qui ont transgressé. Même si on le refoule, on est quand même tous un peu fascinés par ça. En fait, c'est le mauvais garçon, c'est le syndrome du blouson de cuir, c'est le mauvais garçon. Et le mauvais garçon, il est par définition extrêmement viril. Le tueur serait donc un séducteur. Eugène Weidmann, un tueur en série exécuté en 1939, provoquait à chacune de ses apparitions de véritables crises d'hystérie. Weidmann. D'abord, Weidmann en prison, pendant le temps il était en prison, il n'arrêtait pas de recevoir des mèches de cheveux, des poils pubiens, des lettres énamourées et surtout passionnées, érotiques. Et quand il s'est fait exécuter, donc quand la tête est tombée, des femmes se sont jetées. D'abord, il y avait un cirque infernal. C'était depuis 2 h du matin, les gens attendaient. Il y en avait sur les toits, dans les arbres, etc. Et quand la tête est tombée, le sang a jailli comme un geyser. Des femmes se sont jetées avec les mouchoirs et ont trempé le mouchoir dans le sang et sont partis avec comme s'ils avaient eu un grand trophée. Et comme je le disais, il n'est pas impossible que dans certaines malles de nos arrière-grand-mères, il y ait encore des mouchoirs qui portent le sang de Weidmann. Béatrice est amoureuse de Danny le Prince. Danny le Prince a été condamné à perpétuité pour un quadruple meurtre. Bonjour. Bonjour. C'est Béatrice. Bonjour, merci. C'est ma maison. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est vous, hein, c'est un beau décor. Est-ce que vous voulez boire quelque chose déjà? Non, merci. Non? Vous voulez pas un café ou un truc comme ça? Non, non, non. Alors moi, donc je m'appelle Clémentine. Et vous, je sais comment vous appelez. Mais je ne sais rien de vous. J'ai fait exprès de... bon. Pas du tout. Ah non, non, non. Exprès pour qu'on se rencontre et que... je vous découvre par vous-même et non pas par des on-dit ou par des choses qu'on m'aurait rapportées, etc. Béatrice habite à Marmande, une petite ville dans le sud-ouest de la France. Une ville de province comme tant d'autres où la vie s'écoule paisiblement. Béatrice est médecin anesthésiste. Chaque jour, quand elle rentre du travail, c'est toujours le même rituel. Elle guette le passage du facteur. Qu'est-ce que c'est? C'est un courrier de Danny. Il t'écrit souvent? Souvent, très souvent, heureusement. Ça permet de continuer à maintenir les liens, quoi, puisqu'on n'a plus que le courrier et le téléphone, et puis quelques parloirs. Penser, il y a l'affection, le timbre dédicacé, c'est sympa. Et comme il dit, un innocent sacrifié. Voilà, ça c'est son leitmotiv. Celui que Béatrice appelle Danny, c'est Danny le Prince, son mari depuis 2008. Surnommé par les médias le boucher de la Sarthe, Danny le Prince est accusé, en 1994, du meurtre de son frère, de sa belle-sœur et de ses 2 nièces, tous tués à l'arme blanche.
Ça a bouleversé l'opinion parce que je crois que c'est un massacre vraiment effroyable. Donc on retrouve le lundi matin, le 5 septembre 1994, on retrouve un corps dont la figure est à moitié arrachée, Christian Le Prince, sa femme qui est assassinée dans la cuisine, et leurs 2 petites filles avec des morceaux de doigts coupés, il y a des flots de sang. Il y a un magistrat qui explique qu'il était obligé de relever le bas de son pantalon pour pas trop se tacher, tellement il y a du sang partout. On ne sait pas pourquoi, c'est un espèce de drame rural. Les gendarmes ont vraiment besoin de savoir très très vite la vérité. Et la pression est très 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 vive et l'émotion est intense. Et le massacre est vraiment horrible. On est rentré dans la maison quoi, pour aller voir ce qu'il y avait exactement. Déjà, on ne voyait pas la couleur du carrelage, c'était du sang partout. J'ai vu le corps de la femme de Christian. C'est un acharnement qu'il y a eu sur ces gens-là, quoi. On s'est acharné, c'est pas un coup mortel, on s'est acharné sur ces gens-là. Ils étaient défigurés, complètement ouverts d'un bout à l'autre, quoi. Torigné-sur-Douai, le petit bourg de la Sarthe, 1500 habitants où ça se passe, en 94. Il y a un petit village, il y a une grande zone rurale. Et au milieu des champs, il y a 2 maisons qui se touchent, qui sont à 10 mètres l'un de l'autre. Celle de Dany Le Prince et celle de son frère Christian. Il y a des chiens, et dans les 2 familles Le Prince, ils n'ont pas aboyé, personne n'a rien entendu. Donc forcément, on se dit ça peut être un crime d'un rôdeur, les gendarmes cherchent un peu, ils voient rien de spécial. Et évidemment, la famille juste à côté, donc celle de Dany Le Prince, est tout de suite soupçonnée. 2 jours après le drame, les gendarmes mettent en garde à vue Dany et sa femme Martine. À la fin de la journée, Martine déclare qu'elle a vu Dany tuer son frère avec une feuille de boucher devant leur maison. Au bout de 48 heures d'une garde à vue assez éprouvante, dont on n'a pas le détail autrement que par la retranscription des gendarmes, Dany Le Prince avoue un seul meurtre, celui de son frère. Et il renouvelle aussitôt, quelques heures après, devant le juge, et après il s'est rétracté. Ça fait 18 ans maintenant qu'il dit que c'est pas lui, et que c'est les gendarmes qui l'ont conduit à avouer. Dany m'écrit, pas tous les jours, mais pratiquement tous les jours. Avant, c'est vrai qu'il m'écrivait de longues lettres, et là, c'est juste un petit Bristol, mais c'est déjà beaucoup. Il s'inquiète toujours pour moi, c'est beaucoup de prévenance, c'est incroyable ça. Il est là-bas et il veut toujours savoir qu'est-ce qui se passe ici, comment ça va, comment on s'en sort. L'histoire d'amour entre Béatrice et Dany débute par un incroyable coup du destin. Ce soir-là, Béatrice regarde un documentaire qui relate l'affaire Dany Le Prince. Les images que Béatrice a vues de Dany ont changé sa vie. En 1997, 3 ans après le drame, le procès commence au Mans dans une ambiance tendue. Seul dans le box des accusés, Dany reste froid. Il ne montre aucune émotion. Je sortais d'un divorce, je croyais plus en quoi que ce soit, et je me suis dit, tiens, ce pauvre homme, il a besoin d'aide, je vais au moins faire quelque chose d'utile dans ma vie, puisque moi... Parce que comme docteur, vous faites rien d'utile, évidemment. Non, de ma vie... non, mais je comprends. Je comprends, mamie. Enfin, j'ai dit, tiens, au moins une bonne action, tiens, je vais l'aider. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est parti de ça, en fait. C'est parti de ça, oui. Ma démarche, c'est de la compassion, de dire « Pauvre monsieur, vous êtes dans une drôle de situation, c'est vraiment terrible ce qui vous arrive, je crois en votre innocence et je suis prête à vous aider si vous le souhaitez. Et je vous donne des timbres pour pouvoir me répondre. » Et Dany lui répond. À partir du moment où il m'a répondu comme il m'a répondu, j'ai découvert que c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui avait besoin de mon aide, quoi. Il n'y a pas autre chose, quoi. Au fil des jours, Béatrice et Dany échangent des lettres, au départ en toute amitié, pour se transformer peu à peu en lettres d'amour. Le 5 septembre, il m'écrit « Chère madame », et puis le 7 septembre, il me fait « Chère Béatrice ». Ah, ça devient mieux. Et moi, je lui réponds « Chère Dany », et puis après, bon, enfin bref. Alors, du
Nico, et vous? Ben, moi, je suis divorcée. C'est ça. Moi aussi, je suis libre. On commence comme ça. Ah, tiens. Bon. J'ai pas pensé qu'une petite lettre de soutien. Vous tirez c'est là où vous êtes aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Vous pensez que c'est un cadeau de la vie? Oui, c'est un cadeau de la vie, de partir sur une vie sentimentale totalement loupée et se dire l'amour peut apparaître là où on pense pas qu'il est. J'aurais jamais pensé. C'est vrai? Non. J'ai jamais pensé que ça finirait comme ça, quoi. Moi, je dis, le pauvre homme, il va pas s'en sortir. Il faut que je l'aide, quoi. Bon, au moins que je fasse quelque chose. Je pensais pas ni tomber amoureuse et que ce soit réciproque. C'est peut-être pas tout à fait un hasard que cette femme trouve un homme rangé dans son tiroir, là où elle va le voir le week-end et où elle maîtrise la situation externe. Et la relation peut être très intense parce que lui attend tout d'elle, et elle avait peut-être besoin de ça. Et puis en même temps, elle sait qu'il est là. Et en même temps, ça donne un sens à sa vie. Mais c'est un peu comme une entrée en religion, qu'elle va se dévouer à cet homme-là. Mais bon, en même temps, elle est sûre qu'elle va pas le quitter pratiquement. Hein. Elle va tenir la situation bien close. On s'écrit plusieurs fois par semaine. Et puis, en fait, c'est courant octobre que je dis, bon, ça serait bien que je puisse te rencontrer pour voir qui tu es vraiment. Et en courant octobre, il me dit, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Parce que je ne veux pas que ton beau sourire franchisse les grilles de la prison. Je ne veux pas que tu viennes. C'est en fait, à partir du moment où il refuse que je vienne le voir pour moi me protéger, c'est pour moi une motivation de plus. Il en est hors de question. Tu n'as pas à me protéger. Si je souhaite venir te voir, respecte mon souhait. Alors après, il me fait... Madame la marquise, vos désirs sont des ordres. Puis il m'envoie les papiers, comment remplir le formulaire pour lui rendre visite. Béatrice en est convaincue. Danny est innocent et elle veut le rencontrer. Elle entreprend alors le voyage de Marmande jusqu'à la centrale de Poissy pour son premier parloir, son vrai premier face-à-face avec Danny. Entre la porte d'entrée et la porte du parloir, il y a 7 portes blindées qui doivent s'actionner, c'est-à-dire que la porte derrière se ferme pour que la porte de devant s'ouvre. C'est une succession de ça, c'est un monde à part. Quand vous l'avez rencontré la première fois, c'était comment? C'était quoi physiquement? C'est-à-dire que vous êtes séparés par non, quoi? Pas du tout. Mais c'est une des rares prisons de France où les parloirs sont humains. Ce sont des cabines où on est tous les deux. Tout seuls? Tous les seuls. Et il y a un canapé. Donc c'est un canapé où vous pouvez vous asseoir côte à côte? Côte à côte, oui. Il y a un canapé dans une pièce toute seule? Et un canapé et un fauteuil. Et un fauteuil. Oui. C'est précieux, enfin je veux dire, c'est impressionnant sûrement de voir quelqu'un, non? Bien sûr, mais quelqu'un qui a fait déjà 14 ans de prison, émotionnellement il était fragilisé, donc en me voyant, il a craqué, il s'est mis à pleurer en disant j'y crois pas, c'est pas vrai. C'est incroyable que quelqu'un s'intéresse à moi qui suis en prison. Ouais. J'y crois pas. Alors là, je suis là. C'est bon. C'est lui qui m'a presque fait pleurer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne croyait pas au bonheur d'avoir quelqu'un qui le soutenait dans cette solitude. Non, pas le soutenir, mais de dire je fais la démarche de venir te voir. Oui. Ça, c'était... comme un soleil, enfin un petit peu, mais c'était trop fort, quoi. Quand il m'a vue, il n'arrêtait pas de dire qu'il n'y croyait pas, que c'était pas vrai, que je ne pouvais pas m'intéresser à lui, que c'était pas vrai, que c'était vraiment touchant, quoi. Il était vraiment très très mal, quoi, psychologiquement très mal. C'est vrai qu'au départ, c'était très très dur pour lui, quoi. D'arriver à se dire, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, il y a quelqu'un qui vient me voir, moi. Pour
moi, c'était un engagement. À partir du moment où je vais le voir, c'est d'ailleurs ce que je lui ai dit en le voyant. Qu'est-ce que tu crois? Je suis là en face de toi, on est enfermés dans une pièce, je ne peux pas sortir, on va passer au moins 2 heures ensemble, voilà. Qu'est-ce que tu crois? Je ne vais pas partir, je suis là. Et puis c'est devenu plus fort puisque on s'est mariés 3 mois plus tard, quoi. On sentait vraiment un mariage, moi j'ai ressenti ce mariage comme un mariage d'amour, beaucoup plus que dans d'autres mariages que j'ai célébrés en prison. Rappelez que Danny Le Prince avait fait livrer un magnifique bouquet de fleurs. Et les gens qui étaient là, ces témoins étaient heureux. Enfin, on sentait dans un mariage heureux. On nous voit, c'est vrai, on nous voit là, tous les deux bien sagement en train d'écouter. Puis là, c'est vrai que là, c'est l'adjoint au maire qui nous fait rire parce qu'il nous dit « Mais je suis obligée de vous le dire, la communauté de vie, je sais que vous ne pouvez pas, mais oui, meilleurs vœux. » Enfin, il a été vraiment charmant. Voilà, les alliances, voilà. Puis moi qui fais l'andouille, comme toujours. Et lui qui commente. Puis là, c'est nous avec les petits gâteaux. Et voilà, les fameux parloirs. Hein. Les petites cabines avec... on a dégusté les gâteaux dans l'espace enfant, voilà. Et, ouais. Donc là, vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Enfin oui, c'est ça en fait, pour le pire et pour le meilleur, parce que le meilleur est à venir, quoi. Derrière les murs, il a une capacité à aimer qui est extraordinaire. Donc, il sait être prévenant, gentil, à aider, ne serait-ce qu'en 2-3 mots, plus que d'autres qui sont autour de moi, quoi. À la voix, il sait que j'ai un souci. Alors, quel est ton souci? Qu'est-ce que... ah, tu es heureuse parce que qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est incroyable, cette sensation de perception qu'il a. Donc une perception incroyable, immédiate. De lui, ouais. De lui et de vous aussi, oui, vis-à-vis de lui. Donc vous aviez une intimité, en fait, qui était plus forte presque qu'une intimité... qu'on vit tous les jours ensemble. C'est ça. Ah, oui. Donc en fait, non, parce que je vous demande ça parce que... Ça semble incroyable. Oui, et puis c'est quelque chose qui... Disons que quand... c'est un peu lorsqu'on a perdu un sens, ou la vue, ou l'audition, ou quoi, on développe autre chose. C'est-à-dire que l'absence fait que l'attention est 10 fois plus importante. Encouragé par l'amour que lui porte son épouse, Danny ose enfin demander la révision de son procès, pour faire éclater son innocence au grand jour. En attendant la décision de la Cour de révision, la commission de révision a dit qu'il y avait lieu de suspendre l'exécution de la peine de Danny Le Prince. C'est une première judiciaire. Il y a déjà très peu de révisions de condamnation, puisqu'on en est à 8 depuis 1945, comme s'il n'y avait eu que 8 erreurs judiciaires en France depuis 1945. Et surtout que le temps que la Cour statue qu'on remette le condamné, ou condamné définitif, en liberté, ça prouve bien qu'il y avait des éléments très sérieux laissant penser que ça ne pouvait pas être lui, en tout cas que la justice n'était pas passée dans cette affaire. C'est sur les propres mots de la présidente de la commission de révision. Danny Le Prince sort au grand jour, après 16 ans d'enfermement. C'est quelque chose qui force l'admiration, je pense, parce qu'elle a repris le dossier de bout en bout. Elle a passé ses études de criminologie, justement, pour mieux mesurer les enjeux, voir quelles étaient les erreurs possibles. Elle s'est battue comme une lionne pour cette affaire. Et c'est, je pense, la personne qui connaît le mieux le dossier. Danny Le Prince ne dira pas un mot. La justice lui a formellement ordonné de se tenir au silence et de ne pas s'exprimer devant les médias. Après 16 ans de détention, se retrouver dehors, c'est quelque chose de très difficile. Tout a changé, tout est différent. Il faut réapprendre ce que c'est que la liberté, c'est quelque chose de diabolique. Ça faisait donc pour lui combien ? Pratiquement 17 ans qu'il était derrière les barreaux, donc il était enfermé. Il a dû réutiliser les clés, quoi. Oui, c'est ça. Voilà.
Ça n'a pas été trop difficile? Non. La seule chose qui l'embêtait, c'est quand je partais et je fermais la porte à clé derrière moi. Et ça lui rappelait, je lui dis arrête, il faut quand même. Je le blaguais avec ça, je dis non, quand même, c'est vrai, j'ai dit je pars, mais je reviens. Tu as les clés, tu n'es pas. Ah oui, donc il y avait ce truc-là. C'est mentalement clic, ça rappelle les petites choses. C'est-à-dire que la relation qui était en pointillé est devenue en continu, donc l'amour est toujours là, la prévenance pareil, et c'est bien. Béatrice et Dany vont enfin apprendre à vivre ensemble comme un vrai couple. Mais le bonheur est de courte durée, car en avril 2010, la terrible nouvelle tombe. La Cour de révision a décidé que tout ce qu'avait mis à jour la commission de révision ne tenait pas la route, il a réincarcéré et donc il est désormais définitivement coupable. Après 9 mois de liberté, pour Dany et Béatrice, le rêve se brise. Le président a lu la décision qui était rendue, le pourvoi, la requête en révision est rejetée, point, la séance est levée. Terminé. J'étais à côté de Dany Le Prince, qui était évidemment pétrifié. La salle s'est vidée. Il est resté seul avec moi et son épouse dans la salle d'audience. Les gendarmes étaient là aussi. Les gendarmes lui ont passé les menottes dans le dos. Et il est parti avec les gendarmes pour rejoindre la maison d'arrêt de la santé où il a passé la nuit et puis quelques autres avant de rejoindre la centrale de Melun. C'était le signe terrible, mais absolu, tellement il était caricatural, que la justice est incapable de se remettre en cause, est incapable d'admettre l'idée qu'elle ait pu commettre une erreur, alors que tout le monde commet des erreurs. Moi, je le dis très simplement, je n'ai pas été suffisamment convaincant pour entraîner la conviction et la décision des magistrats. Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous après, quand vous avez quitté la prison et tout ça? Qu'est-ce que vous ressentiez? La rage, la colère, de dire qu'on peut détruire la vie d'un homme, le mettre aussi mal alors qu'il n'a rien fait. Ça, c'était la rage. Oui. Il faut faire quelque chose. Au contraire, ça m'a davantage motivée pour l'aider. Restée seule à Marmande, Béatrice vit dans le souvenir de Dany avec l'espoir fou qu'il revienne un jour. Quand il est parti brutalement, toutes ses affaires personnelles, j'étais obligée de les cacher, je ne pouvais pas les supporter. Donc tous ses vêtements, son vélo, ses gants, ses bottes, j'étais obligée de tout mettre dans les placards. Parce que ça me faisait vraiment un manque encore plus terrible. Malgré les épreuves, Béatrice veut rester positive et continue à soutenir Dany. Se dire, il pourrait être là et puis il l'est pas, quoi. C'est vraiment dur. Je pense pas que ça aille mieux avec le temps. Le manque est toujours là et il restera toujours là tant qu'on n'est pas réunis, quoi. Si on arrive, c'est bien, quoi. Après de nombreux rebondissements judiciaires, Dany, soutenue par Béatrice, fait une demande de libération conditionnelle. Et coup de théâtre, 18 mois après sa réincarcération, la demande est enfin acceptée. Dany va pouvoir retrouver Béatrice avec un bracelet électronique. Aujourd'hui, c'est le jour de la libération et j'espère que l'horaire sera... Enfin, qu'on me dira l'horaire, même si c'est qu'au dernier moment. Parce que dans le problème des transferts de détenus, les familles ne sont malheureusement tenues au courant qu'après les transferts. Là, il n'a pas pu m'appeler, je ne sais même pas s'il aura l'autorisation de m'appeler aujourd'hui. En fait, on arrête 18 mois pour moi des galères, puisque tous les 15 jours, il fallait aller en région parisienne pour des parloirs, des fois très très courts à Fresnes, ou effectivement un peu plus longs, mais ce ne sont que des parloirs, il n'y a pas de qualité de vie pour nous deux, quoi. Mais enfin, ça va être terminé, ça c'est une grande joie.
Donc là, on est à Marmande, dans la maison de la femme de devant la maison de la femme de Dany Le Prince. On attend la libération de prison de Dany Le Prince, qui devrait sortir dans une demi-heure de la prison d'Agen et être transféré ici, on espère, d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Donc il y a pas mal de journalistes, on est tous là à attendre, à faire le pied de grue pour avoir l'image. On n'aura que ça puisque Dany Le Prince ne peut pas parler. Ça fait partie de ces mesures de contrôle judiciaire, donc on n'aura rien, on le sait. On n'aura que la femme de Dany Le Prince qui pourra éventuellement parler. Son avocat non plus n'est pas là. C'est lui. Sors de la voiture. Attendez, laissez-moi l'approcher. Dany Le Prince. Bon. On retrouve aujourd'hui sa liberté, une liberté conditionnelle. Madame Le Prince, c'est un moment d'émotion réelle là. Oui, terrible. Merci. J'avais gardé de la place devant la maison, je vous ai garé un peu plus loin. Donc, c'est mon pauvre Dany. Bonjour. Dites-moi un petit mot, Madame Le Prince. Je suis ravie, mon mari ne peut pas s'exprimer. Attendez, il faut absolument qu'il rentre dans la maison. Et... Après, ça sera bon. Merci à vous. Allez. C'est une page qui se tourne, Madame Le Prince. La justice a considéré... Merci à vous. Alors, ça fait quoi? Elle est magnifique. Et je vous ai dit, maintenant, je vais plus pouvoir vous parler. Enfin, c'est trop gentil à vous. Oui, c'est bon. Voilà, désolée. Au revoir, merci à vous. Ah, ben oui, ça c'est bien. Béatrice et Dany profitent de leur retrouvaille à l'abri des regards. Depuis, ils ne se quittent plus. Il devait... Allô? Alors? Qu'est-ce que tu fais? Ah ben moi je suis à Paris. Ah bah oui, tu t'embêtes pas toi. En bonne compagnie. Ouais. Moi je suis avec des oranges, mais je ne suis pas Clémentine. Mais voilà ce qui... Bonjour. Bonjour Clémentine. Bonjour, c'est très sympa déjà qu'on puisse entendre votre voix, c'est super. Et enchanté de vous rencontrer même par le téléphone. De toute façon, c'est bien le téléphone parce que... C'est un plaisir pour moi et je vous ai toujours apprécié. À chaque fois que je vous ai vu. Bah merci, c'est adorable, c'est très sympa. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment vous pourriez la décrire, Béatrice? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Qu'est-ce qu'elle vous a... Pour la décrire, c'est quelqu'un d'adorable. Hein. Qu'est-ce qu'elle a... Elle représente quoi? Moi, vous savez, ma famille a été décimée. Béatrice, c'est quelque part, c'est mon pilier, c'est mon porte-parole, c'est tout. C'est tout. D'accord. C'est une famille qui est née, qui est arrivée à vous comme ça, pendant que vous étiez... Je peux pas rajouter quoi, je peux pas. Oui, on va le finir par le faire pleurer. Non, mais d'accord. D'accord. C'est bon. Allô? C'est bon. Allô? Mais non, mais attends, ça va. D'accord? Et en tout cas, j'espère que je viendrai vous voir à Bordeaux avec plein de clémentines. Avec des kilos de clémentines. Voilà, des kilos. Voilà. Je ne connais pas les oranges. Non. Et je vous embrasse très fort, je me permets, vraiment. Et merci de votre générosité. Ah oui, non, mais je suis désolée. Non, mais il a... C'est ce que je vous ai dit, une sensibilité à fleur de peau. On a touché des trucs... C'est pas un assassin. J'ai capable de ça. Il est trop sensible pour être... Ce que j'ai remarqué chez Béatrice, c'est qu'elle a une grande pudeur, un peu dure comme ça, et puis ensuite qui s'est ouverte petit à petit, et qui est en fait hypersensible, parce qu'en fait elle est comme lui, moi je trouve. Qui se protège et puis à un moment donné qui craque, le vernis craque parce que... Mais on sent que si on l'embarque trop dans un truc douloureux, c'est latent, quoi. C'est-à-dire que l'émotion est très... c'est vachement bouleversant. Si en France les peines pour meurtre sont très lourdes, dans certains États d'Amérique, la condamnation pour homicide est passible de la peine de mort. Ici, de nombreux prisonniers se retrouvent en attente de leur exécution.
C'est le cas de Patrick Hannon, l'époux d'une Allemande, Petra. J'ai très hâte de la rencontrer, elle, parce que c'est elle qui est porteuse de la parole de Patrick. Donc, et moi, de toute façon, je ne remets pas du tout en cause sa parole. Enfin, je veux dire, je ne vais pas remettre en cause sa parole, je la crois d'emblée. Il est question de rencontrer cette femme et de l'écouter et de... Je ne suis pas là pour juger l'acte pour lequel il est en prison. Ce que je trouve terrible, c'est qu'il est en prison aux États-Unis. Donc, il est foutu, quoi. Enfin, je veux dire, malheureusement, ça, je trouve ça vraiment atroce. Donc voilà, je vais rencontrer Petra, moi je rencontre une personne qui me parle d'une autre personne, et avec cette souffrance et cette condamnation, et c'est atroce, parce qu'en plus il est condamné à mort, donc sa vie doit être un combat. Bonjour, hello. Enchanté. Enchanté. You speak French? Non, pas beaucoup. Oh, I understand. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Petra est garde forestier dans la banlieue de Stuttgart. Elle vit seule dans une maison modeste au milieu des bois. Après sa tournée matinale, elle sait que, comme chaque jour, une lettre d'amour l'attend dans sa boîte aux lettres. Love. Ma si jolie femme, tu es l'amour de ma vie, le centre de mon existence. Sans toi, je ne suis rien, mais un homme seul et perdu. Avec toi dans mon cœur et à mes côtés, je suis l'homme le plus heureux du monde. Il dit toujours qu'il est l'homme le plus heureux du monde alors qu'il est en prison. Donc, regardons Patrick. Il est là. En 1990, à Tampa, en Floride, Patrick Hannon participe à un règlement de compte avec deux de ses amis. L'affaire tourne mal, un homme est tué de plusieurs coups de couteau, un autre est abattu de plusieurs balles de revolver. Patrick est désigné par ses complices comme étant l'auteur des crimes. Arrêté par la police, il est condamné à la peine capitale. Il attend son exécution dans le couloir de la mort en Floride depuis 22 ans. Voici ce que Patrick a fait pour moi. Il l'a fait lui-même. Il y a quelques années de cela, il avait le droit de faire du crochet. Maintenant, c'est interdit. Mais il avait encore quelques pelotes de côté. Il l'a fait pour moi. Comment vous l'avez rencontré? Certains disent que c'est par hasard. Mais en fait, c'est une très belle histoire. J'ai vu un documentaire à la télévision à propos d'un shérif en Arizona. De ce shérif, je suis tombée sur la peine de mort, au couloir de la mort. À force de cliquer, et après, j'ai tapé au hasard sur un État, et je suis tombée sur la Floride. Sur ce site, tous les prisonniers sont classés par ordre alphabétique en 4 sections. J'ai fermé les yeux et j'ai cliqué sur H. Hannon. Et je me suis dit, ok, je vais essayer. S'il ne m'avait pas répondu, je n'aurais pas réessayé avec d'autres prisonniers. Et ce n'est pas ce que je voulais. Mais il m'a écrit une très belle lettre et je me suis intéressée à son dossier. Et je me suis dit, cet homme n'est pas coupable. On s'écrit depuis 2008. J'ai d'énormes boîtes dans ma chambre et ça doit faire plus de 1000 lettres. Je ne jette aucune lettre. Jamais. Et vous lui écrivez souvent? Je lui écris tous les jours. Et lui aussi. Oui. Oh oui. Il y a des lettres et des cartes et encore des lettres. Bien sûr, tout est lu. Vous voyez ? Tu es mon amour chéri, en allemand, je t'aime, et encore et encore. C'est notre vie de couple marié. Mais regarde-le, c'est un nounours. Il ne pourrait pas faire de mal à une mouche. Il ne pourrait pas faire de mal à une mouche. Ce n'est pas mon tueur, c'est mon mari. Est-ce que vous pouvez nous raconter la première fois que vous avez vu Patrick? On s'écrivait depuis 3 ou 4 mois. La question arriva. Quand viendras-tu me visiter?
Et j'ai eu peur qu'il soit derrière une vitre. Mais ce n'est pas le cas. C'est comme vous et moi. Et j'ai pensé, merci mon Dieu. C'était très important. Parce qu'on peut se prendre les mains. Je peux sentir son odeur, le toucher. Et c'est une bonne chose. J'ai réservé mon vol pour la Floride en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? J'arrivais à la prison et je me disais, ce n'est pas en train d'arriver, ce n'est pas possible. Donc je me trouvais là, dans la section visiteurs, en me disant, dans une minute, la porte va s'ouvrir. Et mon éventuel futur mari va apparaître. J'espère que ce n'est pas un sale type. A douchebag, an idiot. Donc il est apparu, il m'a vu et on s'est tout de suite reconnu. Il m'a embrassé, il a dû y avoir un tremblement de terre ou une tornade quelque part. Ok, c'était lui. C'était lui. Et je me suis dit, oh mon Dieu, il m'a eu. J'avais une vie géniale avant, je n'avais aucun problème. Maintenant, j'en ai un très gros. Mais c'est l'homme de ma vie, croyez-le ou pas. 2 fois par an, Petra se rend aux États-Unis dans la ville de Stark. Ici se trouve la plus grande prison d'État de Floride, où sont incarcérés les plus dangereux criminels de l'État. Plus de 1400 prisonniers sont gardés avec un niveau de sécurité maximum. C'est dans cet hôtel que se retrouvent les épouses européennes des condamnés à mort. Petra y a ses habitudes et prend toujours la même chambre. C'est ma robe de mariage, parce que je n'ai pas pu m'habiller en blanc. J'ai dû choisir une couleur. Quand on s'est mariés, j'hésitais entre celle-là et celle-là. Et j'ai tiré à pile ou face. Et c'était la verte. C'est important pour vous de changer de robe à chaque fois? Pas pour moi, mais pour lui. Pour lui. Et je porte des hauts talons quand je peux. Et je veux être belle pour lui. Oui, je veux être belle pour lui. Alors je vais prendre celle-là pour demain. Et celle-là pour dimanche. Je déciderai demain matin. Je n'aime pas trop la mode, mais c'est pour lui. Pour mon mari. Quand on s'est mariés, quelqu'un l'avait menotté. Les mains, la taille et les pieds. Et il l'avait enchaîné comme ça. Et le directeur a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est énervé et il a dit, enlevez-moi ça tout de suite. Mais il voulait l'attacher comme un animal. Et j'ai dit, ce n'est pas utile, je sais qu'il ne partira pas en courant. Il ne me quittera pas. Après le mariage, on a eu 1 heure, assis à la table. Bien sûr, ils étaient là. Les gardes étaient debout, mais ils nous ont laissés tout seuls pour profiter du moment. Quelquefois, les gens qui sont mariés peuvent avoir des visites privées? Les visites conjugales? Oui, on a ça en Allemagne. Mais pas aux États-Unis. Non, non. Jamais, jamais. Si jamais il le chopait avec sa main sur mon genou, on serait interdit de visite pendant 2 ans. Sa main sur votre genou, si vos mains sont comme ça, mais quand vous vous levez, vous pouvez vous tenir comme ça? Non, on est assis côte à côte. Mais si on le chope avec ses mains sur mes cuisses, 2 ans d'interdiction. À Stark, les visites ont lieu le matin de 9h à 15h, 6 heures d'affilée pendant lesquelles Petra va retrouver son mari qu'elle n'a pas vu depuis 6 mois. Cet endroit n'existe que grâce à la prison. C'est l'industrie de la prison. Tout le monde travaille pour la prison. Les fermiers autour qui cultivent aident la prison. Et le joli bétail que vous voyez autour, les vaches et les cochons, ils sont pour les employés de la prison.
Mais ne croyez pas que les prisonniers en profitent. Ils ne mangent que des substituts de viande. Le plus gros centre pénitentiaire de Floride apparaît soudain au milieu de nulle part. Une succession de bâtiments entourés de barbelés à perte de vue. Ça, c'est le bâtiment où est enfermé Patrick. Et vous voyez, le bâtiment en V, c'est une cour de promenade. Hé, ils sont dehors. Oui, ils sont là. Voyez les combinaisons oranges? Patrick est là. Patrick est en promenade. S'il savait que j'étais là, si seulement il le savait, il ne rate jamais une promenade. C'est Patrick là-bas. Et là, c'est le département correctionnel. Et dans ce bâtiment, ils gardent tous les chiens pour la drogue et les chiens de tous les surveillants. C'est là où on fait la queue. Là, c'est l'administration. Là, c'est une partie réservée aux gardes. Et là, c'est notre parking. Regardez, là, il y a une voiture de police. S'ils estiment qu'on a un comportement suspect, on aura un problème. Mon Dieu, Patrick est dans la cour. Je vais lui dire, « Hey, baby, je t'ai vu. » Il ne rate jamais une promenade. Je suis tellement contente. C'est la première fois que je le vois en promenade. Ah, je suis tellement contente. Ils sont en promenade ce matin? Ils sont en promenade 2 fois par semaine, pendant 3 heures. C'est tout ce qu'ils peuvent voir. Quand vous l'avez quitté après les 6 heures de visite passées avec lui, qu'est-ce que vous avez ressenti? La première fois? Ne me demandez pas, ne me demandez pas. Après ma première visite, on ne sait pas où on va. Mais quand vous voyez tout cela, les cellules, les barreaux, les fils barbelés, c'est très très intimidant. J'ai craqué sur le parking. Je pleurais comme une madeleine, mais une femme m'a pris par les épaules et m'a dit de me calmer. Nos mecs n'iront nulle part ce soir, mais nous, on va tous aller prendre une pizza ensemble. Elle s'est occupée de moi et je lui en suis très reconnaissante. Petra est mariée avec Patrick depuis 2008. Si elle réussit à tenir le coup depuis toutes ces années, c'est grâce au soutien des autres femmes de prisonniers, dont Georgia, la femme qui l'a soutenue après ses premiers parloirs. D'autres femmes se réunissent ici, de toutes nationalités. Des Françaises, des Suisses, une Australienne. Comment c'était le visite aujourd'hui? C'était bien. Qu'est-ce qui est passé? Ils sont venus arrêter une gardienne. Ah, pour la même chose qui... Non, une gardienne, oui, mais contre laquelle il y a eu 82 plaintes de la part des détenus, parce qu'elle les harcelait. Enfin, George m'a dit pour misconduct, mais il m'a pas dit quoi exactement. Enfin, il y a eu 82 plaintes contre elle. George ne s'est pas étendu là-dessus, et donc ils sont venus la chercher hier. 2 heures après quelque chose passe, tout le monde sait. Je ne sais pas comment c'est possible. Et même cette année, lorsque j'ai écrit à Georges que j'irais le voir, le lendemain du jour où il a reçu ma lettre, tout le monde lui a parlé de ma visite prochaine. Ah bon? Oui. On ne peut rien cacher en prison. Tout se sait. C'est vraiment une vie collective. Derrière les rires, la menace est toujours présente. La Floride est l'un des États où l'on exécute le plus. Pendant les exécutions, la réglementation pour les familles de condamnés y est très stricte. Dans certains États, on invite les proches, les femmes, la famille peut regarder l'exécution. La Floride n'autorise pas cela. S'il y a une exécution, comme celle de mon mari, par exemple, je ne suis pas autorisée à être dans les environs. Je ne dois pas être dans un rayon de 2 miles autour de la prison. C'est la loi de la Floride. C'est différent. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je ne sais même pas si je pourrais réclamer le corps de mon mari après. Je ne veux même pas y penser.
Excusez-moi, mon Dieu. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Comment vous vivez depuis que vous êtes marié, depuis que vous aimez cet homme? J'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu la moitié de ma famille. Mon frère est complètement opposé à ma relation. Mon fils aussi. Ma sœur me soutient. Mes parents, déjà morts, doivent se retourner dans leur tombe. Il faut être très fort. Donc vous cherchez d'urgence un avocat? Oui, mon mari a perdu tous ses appels et nous devons trouver un avocat avant qu'il ne soit trop tard. Et combien il vous reste de temps? Tout dépend du gouverneur. Il s'occupe en priorité des tueurs de flics, des prédateurs sexuels, des tueurs d'enfants, et mon mari n'est dans aucun de ces cas-là. Donc, aujourd'hui, pour vous, c'est très urgent de trouver quelqu'un qui puisse vous aider, un avocat. J'ai besoin d'une aide judiciaire, s'il vous plaît, mon Dieu. Petra s'occupe seule de l'ensemble du dossier de son mari et elle ne baisse pas les bras. This is all this old paper because the files are from 1991. J'ai eu le droit de récupérer ces dossiers après notre mariage. Patrick m'a tout envoyé. Et je me suis assise là, avec un dictionnaire, et je me suis démenée pour ce foutu dossier. De A à Z, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Vous savez pourquoi je le mets là-haut? Je veux les voir chaque jour. Je veux les regarder pour ne jamais oublier quelle est ma mission. Je veux faire quelque chose de bien dans ma vie. C'est le projet de toute une vie. Quand je l'ai rencontré, j'ai su que c'était un challenge. Je savais que si je m'engageais, je ne pourrais plus jamais m'en sortir. Je ne suis pas du genre à écrire quelques lettres et laisser tomber. Je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un de sérieux et une bonne amie. Quand j'ai quelqu'un dans mon cœur, c'est pour toujours. Je suis une amie loyale. À la sortie de son dernier parloir, Petra est à bout. À chaque fois, après ma dernière visite, quand je rentre à Stark, je suis bouleversée. Je suis heureuse de l'avoir vu. Je suis malheureuse de devoir le laisser, ici en enfer. Et d'un autre côté, je veux me barrer de ce foutu pays, aussi vite que possible. Mais évidemment, je voudrais l'emmener avec moi. Cette dernière visite est l'épreuve de trop pour Petra. Nous n'avons pris qu'une seule photo, et il y a une copie pour vous. Et Patrick vous donne bien le bonjour à vous tous. Les gens pensent que nous sommes les seuls à donner aux prisonniers, alors que vous ne pouvez pas imaginer à quel point ils nous donnent en retour. J'ai grandi grâce à lui. Je suis plus mûre. Et maintenant, je vieillis. J'ai des cheveux blancs. Il est en enfer depuis 22 ans. Toujours plein d'espoir. Alors comment pourrais-je m'écrouler? Mais s'il le tue, je ne sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'était la meilleure visite que j'ai jamais eue grâce à vous. Si vous n'étiez pas là, je serais en train de pleurer dans la chambre ou en train de taper dans les murs, en train de craquer. C'est bien que vous soyez là. Je vous vois tout à l'heure. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie?
Mon amour. Je lui apporte mon amour, parce qu'il n'a personne. Quand ma première lettre est arrivée, il a dit que c'était comme un rayon de soleil. Je l'ai rencontré quand il était au plus bas. Des fois, ça me traverse l'esprit, je conduis toujours prudemment. C'est pas pour moi, mais je sais que Patrick a besoin de moi. Si la voiture s'écrase, je m'en fiche. Il a besoin de moi. Nous formons une bonne équipe. On est bien tous les deux. C'est un mec gentil. Vous l'aimeriez beaucoup. C'est horrible. Je trouve que c'est horrible de voir quelqu'un qui est dans une solitude comme ça, qui à cause de l'argent ne peut pas s'en sortir parce qu'elle n'a pas d'argent et que... Voilà, moi je pense qu'un truc, c'est qu'il faut l'aider. Parce que cet homme risque de mourir. Enfin, comme il y en a plein d'autres qui doivent être dans la même situation. Clémentine va maintenant rencontrer Daniel. Daniel est belge, elle est mariée avec Frank Moore, il est condamné à mort. Bonjour, je viens voir une dame, je crois, qui doit m'attendre au sous-sol. Merci, je vous suis. Merci, pardon. Bonjour, Clémentine. Enchantée. On se fait la bise, oui. Oui, on se fait la bise. Vous êtes, oui, très bien. Frank faisait partie des Crips, un des gangs de rue parmi les plus redoutés des États-Unis. Il en était même un des chefs. Condamné pour un double meurtre, Frank attend son exécution dans le couloir de la mort, dans la très sécurisée prison de Livingstone. Bien loin du Texas, en Belgique, Daniel décide d'écrire à Frank pour échanger avec lui et lui soutenir le moral. Bon, d'abord, ça commence par une amitié, forcément. On commence à apprendre à se connaître et puis petit à petit, ça évolue. C'est Franck qui m'a un jour envoyé une lettre où il me déclare sa flamme, où il me dit, voilà, j'ai des sentiments autres pour toi que pour une simple correspondante, mais bon, si toi, de ton côté, tu ne ressens pas la même chose, je te respecterai, tu garderas une place très spéciale dans mon cœur, mais je ne pourrais pas continuer à t'écrire parce que ce serait trop douloureux. Et en fait, moi, je lui ai répondu que effectivement, j'avais des sentiments, mais que je n'avais pas osé me déclarer parce que je n'avais pas envie de le faire fuir non plus. Et puis le 29 septembre, ça a été vraiment notre jour de rencontre. Et alors... il arrive donc menotté, puis il rentre dans la cage, il se met à genoux pour enlever les menottes, etc. Et puis on prend le téléphone et moi je lui dis Hello my love, how are you doing today? Et il m'a regardé, mais tout étonné. J'étais un peu gênée, je me dis qu'est-ce que j'ai dit là? Est-ce que j'ai dit une bêtise? Et puis je lui dis, t'as pas eu ma lettre? Ben non, il dit, tu sais, ça fait 3 semaines quasiment qu'on n'a pas de courrier. Ah, mais je dis, ben voilà, et je lui explique alors que j'avais eu la lettre, etc. Et bon, voilà, et là c'était rompu. Malgré la distance entre les deux pays, la vitre qui les sépare pendant les parloirs et la menace d'une exécution, Daniel tombe amoureuse de Frank. Vous avez une force incroyable pour avoir eu cette espèce de truc de continuer. Enfin, mais est-ce que vous pensez que votre homme, votre mari, est devenu un autre homme aussi à votre contact? C'est ça que je veux dire. Est-ce que vous Oui. Parce que quand on voit les premières photos, une photo qu'il avait fait faire avant de me rencontrer, mais pour moi, où il a un masque, il est le gars fort que rien ne touche. Et je vais dire que l'amour l'a embelli. Déjà, je le trouvais très beau, mais l'a embelli, l'a adouci dans le regard. Et vous verrez dans les photos du reportage. Vous n'avez pas des photos, vous? Génial. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Hein. Voilà. Vous me donnez envie de pleurer. D'ailleurs, mais c'est pas moi qui vais pleurer. Moi, j'ai des mouchoirs, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est, je vais dire, une des premières visites. Donc là, on voit bien la vitre et on dirait quasiment qu'il a été... Ah, il y a une vitre. Oui. Donc ici, il y a l'encadrement de la vitre. Donc on ne se touche pas. On ne dirait pas du tout qu'il y a une non. vitre entre vous. Non.
Vous voyez bien, là, il a un regard lumineux. Ouais, très lumineux. Il est heureux. Il est très beau, hein. Ben, merci. La relation amoureuse entre Daniel et Franck est très forte, même si elle reste platonique. Je n'ai jamais touché mon mari de son vivant. Même le jour du mariage. Vous l'avez touché quand même, dans votre âme. Dans mon âme. Non, mais je veux dire, oui, c'est ça que je trouve incroyable. Dans mon âme, oui. Parce que votre histoire est incroyable. Pour moi, elle venait de mon cœur. Oui, bien sûr. Voilà. Vous avez l'amour sur papier, hein, donc de toute façon. Mais, ça veut dire quoi, vous faisiez l'amour sur papier? On décrivait nos envies, nos besoins. J'aurais jamais osé vous en parler, mais comme vous m'en parlez, vous. Oui. Donc ça veut dire que vous décriviez vos désirs et vos besoins et vos envies sur le papier. Oui. Au début, il faut aussi accepter le fait que tout ça est lu. Au début, on se dit, bon, je me mets à nu devant les gens que je ne connais pas, qui vont lire mes lettres, et qui vont lire mes désirs, mes rêves, que je rêve que mon mari pose la main sur moi, qui me caresse mon sein. Oui. Voilà, sans rentrer dans les détails, on écrit, et lui aussi, il écrivait ça. Donc là, au début, il y a des femmes qui n'y arrivent pas. Bon, moi, je me dis, après tout, elles doivent en lire d'autres, donc allons-y, quoi. Donc vous êtes totalement livré, en fait. Totalement. En oubliant le regard des autres. C'est incroyable ce que vous racontez, parce que c'est incroyable, c'est magnifique. Fous amoureux l'un de l'autre, le couple décide de se marier en 2006, comme une dernière provocation au destin. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre mariage? Ça, c'était... en fait, si on peut ça appeler un mariage, en fait, c'est quelqu'un qui l'a représenté. Donc, c'est-à-dire? C'est quelqu'un qui m'a accompagnée à la mairie. Un homme? Oui, qui représentait Franck. Qui représente Franck. Donc, c'est qui cet homme? En anglais, c'est proxy wedding. Proxy wedding. Donc, en fait, ça aurait pu être vous. C'est quelqu'un, n'importe qui. Voilà, n'importe qui. Franck donne le pouvoir à cette personne. Et c'était qui? Pour son mariage. Là, c'était un prêtre. Mais le maire, il dit quoi? Il dit, madame, voulez-vous épouser monsieur? Oui. Et l'autre monsieur, il dit oui. Il dit oui, et c'est celui qui représente Franck. Voilà. Et alors, c'est lui qui a mis mon alliance aussi. Ah oui, d'accord. Oui. Et donc, je me suis mariée à la mairie avec une amie belge qui était témoin. Et puis après, je me suis rendue à la prison avec ma robe de mariée. Et là, on m'a fait une fleur parce que comme elle était ouverte dans le dos, logiquement, on n'a pas droit. Mais j'avais une écharpe du même tissu que ma robe que j'avais pliée en deux, que j'ai gardée sur mes épaules. Donc voilà, mais je n'ai pas pu rentrer avec mon bouquet. Et là, il n'y a pas de contact non plus? Non. C'est-à-dire que vous vous êtes vus à nouveau à travers une vitre? À travers la vitre, oui. Là, c'est très, très difficile. Mais le bonheur de Daniel et de Franck est de courte durée. La date d'exécution est fixée. Franck devra mourir par injection létale le 21 janvier 2009. Et comment vous êtes préparés à son exécution? Comment vous avez fait tous les deux? Je crois qu'on ne peut pas s'y préparer. Ouais, c'est ça. On est obligé parce qu'en fait, à la prison, 15 jours avant l'exécution, la prison doit savoir... C'est que c'est moi qui pleure, c'est vous qui l'avez vécu. C'est horrible. Non, parce que pour moi, c'est terrible. Oui. Excusez-moi, je vous ai coupé. Mais comment vous avez fait? Vous êtes dit... Ce qui est très, très difficile, c'est de se dire... c'est de se dire... Il y en aura beaucoup des Kleenex, vous. Oui, moi j'en ai jeté, disons comme maintenant, on apprend à vivre avec. On n'oublie jamais. Vous n'avez pas l'air atteinte, là. Vous avez l'air au-dessus de là. C'est ça, vous êtes au-dessus de ça. Parce que je sais que lui est en paix là où il est. Ouais, c'est ça. Pour lui, d'une certaine façon, c'était une délivrance. Parce que vivre 24 sur 24 dans une cellule de 2 mètres sur 3, dans des murs en béton où vous ne pouvez jamais toucher personne, vous n'avez pas de télé, vous avez une petite radio, c'est tout ce qui vous reste.
Non, mais vous voyez. Il est avec vous autant que quand il était enfermé, en fait, parce que la mort, c'est une autre forme d'enfermement, enfin, si on peut dire, quoi. À l'approche de la date d'exécution, Daniel se rend à la prison de Livingstone pour être près de son mari jusqu'au dernier moment. Je voulais te demander quel a été votre dernier mot. Vous êtes vu quand avant l'exécution de Franck? Pardonne-moi de te demander ça. Non, c'est rien. On s'est vu jusqu'au midi. Jusqu'au midi. Le jour de midi. l'exécution, oui. Et l'exécution était à quelle heure? À 6 heures du soir. Donc à ce moment-là, en fait, l'exécution ne se fait pas dans le couloir de la mort même, en ce qui concerne le Texas. Il se passe à Huntsville. C'est à peu près à 45 minutes en voiture. Donc le détenu à midi finit sa visite. Ouais. Toute la prison est paralysée à ce moment-là. Le temps qu'on le sort de la salle de visite pour pas qu'il y ait des rébellions, etc. Et puis il est conduit à Huntsville, où là il y a une prison, où il y a donc la chambre d'exécution à l'intérieur de cette prison-là, qui s'appelle The Walls Unit. Daniel l'a promis à Franck. C'est dans la tendresse de son regard qu'il plongera le sien avant de mourir. On arrive devant une porte qu'on ouvre et là c'est la pièce pour les personnes qui accompagnent les détenus jusqu'au bout. À ce moment-là, on se trouve face à une énorme vitre. C'est tout le mur face à vous qui est une grande vitre avec des gros barreaux verts comme ça de l'autre côté. Et de l'autre côté, le détenu est déjà allongé sur le brancard. Donc il est dans ce sens-là, face à la vitre. Et il a déjà les aiguilles dans les bras à ce moment-là. Et alors il a la possibilité de parler, donc on l'interroge, on lui demande last statement, donc ses dernières volontés, avec un micro au-dessus. Et alors ils ont le droit de dire ce qu'ils ont besoin de dire. Et quand ils ont fini, ils disent au directeur je suis prêt. Et alors on surtout, il m'a dit, écoute, pour moi c'était une délivrance, mais ça me fait tellement mal de savoir que c'est toi qui vas rester derrière, parce que je ne serai plus là pour te soutenir. Et il savait très bien que je n'avais pas grand monde autour de moi pour me soutenir à ce moment-là. C'était pensé à toi, en fait. Oui, oui. Il dit, pour moi c'est une délivrance, parce que j'en ai marre de vivre comme ça. Il dit, mais j'aurais tant voulu que tu sois heureuse avec moi et qu'on puisse vivre quelque chose. Ça, c'est hyper dur. Oui. Mais il dit, je veux que tu continues avec ta vie. Voilà, je vais t'accompagner. Je serai là pour toi, mais bon, spirituellement, forcément. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit de vivre, de rencontrer, d'aimer quelqu'un? Il ne faut pas que tu arrêtes de vivre. Je veux que tu continues ta vie, essaie d'être heureuse. Voilà. Mais c'est hyper dur, parce qu'à ce moment-là, je n'avais qu'une envie. Je te jure, Clémentine, si j'aurais pu grimper sur cette table, à sa place, je l'aurais fait. J'aurais donné ma vie pour cet homme. Je sais que ça, beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre, mais quand tu aimes avec cette force-là, tu n'as pas envie de le laisser partir, tu as envie que ce soit lui qui vive. Et ça, c'est très difficile. Ils ont pris le corps de Franck et alors j'ai fait le voyage avec lui
Mais à aucun moment il a été dans un cercueil. Donc il était sur la civière et j'étais à côté de lui et j'ai tenu ça. Je l'ai tenu dans mes bras pendant tout le trajet, pendant les 3 quarts d'heure. Parce que j'avais ce besoin de le toucher, parce que je ne l'avais jamais touché. Donc j'avais vraiment ce besoin et je lui ai tenu la tête pendant tout le chemin. Parce que bon, vous savez, sur la route, ça bouge un peu. Et quelque part, j'avais peur qu'on lui fasse mal, alors que bon, il n'était plus là. Mais voilà, et ça a été des moments très très forts. Ce sont nos 2 mains réunies. C'est en fait la première fois qu'on a pu se toucher, mais c'était après son décès. Donc après son exécution, environ une grosse demi-heure après, où c'était très important pour moi de lui mettre l'alliance à son doigt parce qu'il n'avait jamais eu l'occasion de la porter, du fait que c'était interdit par la prison. Une photo très importante pour moi. Après son décès, Frank, comme le veut la réglementation de la pénitentiaire aux États-Unis, a été incinéré. Daniela a récupéré les cendres pour garder un peu de son grand amour avec elle. Donc il est avec vous, là? Il est avec moi, oui. Oui. Et un jour, je le prendrai et j'irai le mettre de là où il vient, donc en Afrique quelque part, dispersion des cendres. Mais pour ça, je ne suis pas encore prête. J'ai encore besoin de l'avoir près de moi pour le moment. C'est un petit pas à la fois et bon, pas brûler les étapes. Il faut laisser le temps au temps. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors moi, je voulais juste te dire que, oui. Que on se sent meilleur, on se sent quand on t'a rencontré. C'est-à-dire qu'on se sent... Non mais oui, on voit les choses différemment. Tant mieux. C'est ça que je voulais te dire. C'est que le message passe. Ah oui, et que c'est très important que les gens aient ton témoignage et qu'on se sent avec une richesse. Tu comprends? Tu nous apportes quelque chose et Franck existe dans toi. C'est évident parce que tu nous apportes votre amour, votre expérience, votre histoire qui est immense. Mais on se sent, tu vois, bouleversé et différent. Merci. Hein. Merci beaucoup. Merci. Voilà, j'ai pas envie de la quitter en fait. Mais je la quitte pas parce que je vais donner mon numéro, et puis qu'on va s'envoyer des mails, et que c'est une grande richesse d'avoir rencontré quelqu'un comme elle, quoi. Vraiment, c'est magnifique. Je vais en parler à ma famille, à ceux que j'aime, voilà quoi. Ça me réconforte sur l'humanité de rencontrer des femmes et des hommes qui passent du temps et qui donnent leur amour à des personnes qui en ont énormément besoin. Les femmes qui les aiment, pour celles qui tombent amoureuses, les aident à devenir meilleures et donc à vraiment se réhabiliter à la vie, je veux dire, en fait. Donc ces femmes sont, enfin, comment dire, c'est comme des anges, quoi. Enfin, je veux dire, c'est que pour eux, c'est comme des sauveuses, quoi. Enfin, c'est... J'espère que ça ouvrira les yeux, oui, aux gens, qu'il y aura peut-être plus de femmes qui auront envie de se dire « Tiens, je vais écrire à telle et telle personne, à tel mec ou tel bonhomme. » Et puis si elle tombe amoureuse, ben, tant mieux, je veux dire, parce que ça ne sera que du... Voilà, et c'est super pour ça d'avoir fait un film là-dessus, sur l'amour donné, l'amour en prison, en fait, c'est ça. L'amour en prison, c'est salvateur. L'amour en prison, c'est un coup de baguette magique, je pense, moi, pour les personnes qui sont en prison. Leur dit mon condamné à tort, qui